Merci de nous retrouver sur Mourchid TV, mesdames et messieurs, pour le cadre de votre émission Science et Tech. Depuis la nuit des temps, l'humanité, pour faire face aux défis du moment, a toujours fait appel à des révolutions qui ont modifié et changé considérablement son évolution et systématiquement le mode de vie des populations. Parmi ces révolutions, nous avons celle du numérique, qui continue sans cesse de repousser les frontières de l'ignorance et de faire découvrir à l'homme des merveilles scientifiques et technologiques. Cette révolution du clic, partie de la création de l'informatique avec la naissance de l'ordinateur, s'adosse sur des applications, des réseaux et maintenant sur Internet, le plus large réseau mondial, pour davantage provoquer l'essor du numérique. Vous l'avez certainement constaté, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons, pour ce numéro de Science et Tech, faire un crochet autour du numérique, de l'informatique, de l'ordinateur, bref, des technologies de l'information et de la communication. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir M. Bamba Gueye, président de l'association sénégalaise des chercheurs en informatique, ASCI, professeur en réseau et communication ici à l'université Cheikh Anta Diop. Monsieur Niang ou Monsieur Gueye, bonjour, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ngom. Vous allez Enchanté. bien? Alors, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ma présentation? Vous avez bien présenté, donc vous êtes bienvenu au niveau de la faculté des sciences et techniques, au niveau du département de mathématiques et informatique. Oui. Je salue les téléspectateurs de Mourchid TV. Bienvenue. Vous venez de le dire, nous sommes ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au laboratoire d'informatique, pour parler du numérique. Monsieur Gueye, derrière cette merveille qui se trouve être l'informatique, alors comment vous pouvez nous définir cela succinctement pour le commun de nos auditeurs? Ok, merci monsieur Ngom. L'informatique, comme on le définit assez souvent, on dit que c'est le traitement automatique de l'information. Et quand on dit traitement informatique de l'information, on fait référence au tri, à la transmission et à l'utilisation. Et qui dit tri, transmission, utilisation, des filières au niveau enseignement, ici où nous sommes au niveau de la faculté des sciences, va surgir par rapport à ces trois triptyques que nous avons au niveau de la définition de l'informatique. Mais par rapport à ce tri, par rapport à cette utilisation, par rapport à cette transmission, ces métriques sont faites au niveau des ordinateurs. Et ce sont ces ordinateurs maintenant qui nous permettent de pouvoir réaliser cette tâche de tri, de transmission. Maintenant, à travers quoi? Deux aspects, à savoir le matériel et à savoir ce qui est immatériel, à savoir le hardware et le software. Alors, d'où vient cette informatique qui semble faire des merveilles dans le monde actuel parce que tout semble être numérique? Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur les origines de l'informatique? Oui, en fait, le mot informatique vient d'une traduction de computer science au niveau anglais. Et maintenant, à un moment donné, les Français ont eu à mettre un néologisme, à savoir c'est la contraction de l'information et de l'informatique. Et ça, c'est Philippe Dreyfus de Bulle, dans les années 1950, qui a eu à utiliser en premier le mot informatique. Donc, d'où informatique, traitement automatique de l'information. Oui. Alors, ça, c'est bien. Donc, voilà, M. Niang. Et pouvons-nous parler de l'utilité un peu de l'informatique avant d'entrer dans la machine? En quoi l'informatique est utile? Bon, de nos jours, l'informatique est partout présente. Je pense que quand vous allez terminer votre émission, vous allez faire le montage. Et ce montage-là sera fait à travers des outils informatiques. Et maintenant, vous allez utiliser des logiciels pour pouvoir faire votre montage. Mais aussi, dans la vie de tous les jours, vous partez au niveau des mairies, dans les états civils, maintenant, vous voyez une révolution. On ne perd plus les états civils quand il y a du feu, ainsi de suite. Tout est sauvegardé au niveau des ordinateurs. Vous partez au niveau de l'hôpital, les codes patients. Vous partez au niveau de l'aéronautique. Donc partout, l'informatique est présente. Donc on peut dire, est-ce qu'on peut dire l'informatique est une évolution ou une simple révolution? Bon, moi je dirais que l'informatique c'est une évolution. Parce que pourquoi? Les bases de l'informatique ont été déclinées par un mathématicien hongrois qui s'appelait von Neumann. Et qui a été naturalisé après par la suite américaine. Maintenant, c'est un fondement mathématique.
C'est pour cela, après, nous avons une logique dans l'informatique. Et c'est lui qui a eu à décliner ce qu'on appelle aujourd'hui l'architecture de von Neumann, qui est basée sur 4 éléments, l'unité arithmétique et logique, l'unité de contrôle, les mémoires et les périphériques. C'est ce qui a amené après par la suite, quand on a eu la technologie à pouvoir mettre en place, à créer des machines aujourd'hui que nous avons actuellement. Mais c'est une évolution de cette architecture de von Neumann, qui est un mathématicien d'origine hongroise. Alors, bon, comment cette informatique a changé nos modes de vie? Bon, avant la révolution de l'informatique, vous savez bien que si vous faites un reportage, il fallait, si c'était à Tambacounda, prendre la voiture, venir jusqu'au niveau de Dakar, déposer vos matériaux, ainsi de suite. Mais maintenant, avec l'informatique, avec l'Internet, vous êtes sur place, vous envoyez vos données. Vous faites des photos, vous les envoyez. Donc, vous voyez tous les jours donc, comment l'informatique a révolutionné. La quantité d'informations qu'on peut sauvegarder, la quantité d'informations qu'on peut trier. Donc, vraiment, aujourd'hui, l'informatique, on ne peut pas s'en penser dans les vies de tous les jours. De tous les jours. Alors, vous venez de le dire, ou bon, vous avez tout à l'heure parlé des domaines d'application, notamment dans la transmission des informations par rapport aux postes, par rapport aux lettres, ou par rapport à la médecine, ou en tout cas à l'enseignement. Alors, quel autre domaine pouvez-vous nous dire d'application de l'informatique? Aujourd'hui, quand on surveille tout ce qui est les feux au niveau de la route, des routes, ou des feux rouges. Les feux rouges, c'est l'informatique. Nous avons aussi tout ce qui est système embarqué au niveau des ordinateurs, au niveau des voitures. Il y a un ordinateur de bord qui combine l'ensemble des éléments qui sont au niveau de l'ordinateur. Aujourd'hui, on peut piloter un avion sans pilote grâce à l'ordinateur. On peut aussi faire des prévisions météorologiques grâce à l'ordinateur. Mais tout ça, c'est des logiciels. On va avoir des logiciels qui nous permettent de traiter des traitements au niveau des données, ainsi de suite. Très bien, M. Gueye. Alors, vous qui venez de nous retrouver, vous suivez l'émission Science et Tech et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Bamba Gueye qui, dans cette première partie, a bien défini l'informatique qui est un traitement automatique de l'information et que cela vient du mot computer science en anglais et puis informatique pour information et technique. Donc, la combinaison donnant l'informatique. Alors, M. Gueye, nous pouvons revenir maintenant sur les outils de transformation, vous l'aviez dit tout à l'heure, qui est l'ordinateur peut-être. Comment fonctionne cet ordinateur? De quoi s'agit-il et comment fonctionne-t-il? Ok, l'ordinateur que vous voyez ici, avant, quand on a eu à créer les premiers ordinateurs, on parlait de mainframe en anglais. Mainframe. Mainframe. Okay. Et c'était par rapport à la taille de cette pièce-là. Oh. Et vous voyez maintenant comment on est capable de quitter ces mainframes-là qui avaient la taille d'une pièce vers ces desktops que nous avons ici. Ça, c'est un desktop. C'est un ordinateur de bureau. Ceci, c'est un portable. On parle assez souvent de netbook. Pour parler par rapport à la taille. Donc, vous regardez, donc, les premiers ordinateurs qu'on a eu à créer, c'était lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'était pour faire des études de balistique. Quand on était en train de vouloir voir quelle est la portée, quelle est la direction des armes qu'on était en train de tirer. Donc vous voyez donc, comment on est arrivé à cette miniaturisation-là. Et l'ordinateur actuellement, si on parle de manière basique, on dit que c'est constitué de 3 parties. L'unité centrale que vous voyez ici, l'écran que vous voyez ici et le clavier qui est là. Mais derrière tout ceci maintenant, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. C'est comme si on parle du corps humain pour un enfant de 4e, on dit que la tête, le tronc et les membres. Mais derrière, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ok, très bien, M. Gueye. Et là, on parle d'unité centrale, là, on parle d'écran et des périphéries. Par exemple, on peut rajouter des imprimantes ou autres gadgets informatiques. Oui. Alors, on peut parler de la souris, on peut parler du webcam, on peut parler de l'imprimante, on peut parler de beaucoup de choses comme des périphéries. Donc, les périphéries, c'est tout ce qu'on va rajouter à cette unité centrale. Mais l'élément clé de l'unité centrale, c'est ce qu'on appelle la carte mère. La carte mère. Et ce n'est pas par hasard qu'on l'a appelée carte mère, parce qu'on sait bien comment la mère, elle est importante pour nous. Cause pour laquelle, quand on a parlé de cartes, tout est carte au niveau de l'informatique. Mais il y a une carte principale où toutes les cartes vont venir se greffer. Et c'est la carte mère. Maintenant, nous avons une carte son,
Peut-être vous allez voir quelqu'un avoir des écouteurs branchés sur l'unité centrale, mais c'est au niveau d'une carte son qui est reliée à la carte mère. Vous allez voir votre écran relié à l'unité centrale, mais c'est à travers une carte graphique qui est reliée à la carte mère. Pour l'affichage graphique. Pour l'affichage graphique, comme vous dites, M. Ngom. Alors, et comment fonctionnent maintenant les unités, l'unité centrale surtout, qui est le centre névralgique de l'informatique? Ok, au niveau de l'unité centrale, il y a, je vous ai parlé tout à l'heure de l'unité arithmétique et logique par rapport à l'architecture de von Neumann. Ok. Et ce que vous regardez ici, c'est un microprocesseur. C'est le cœur de l'ordinateur. Et c'est ça qui fait qu'un ordinateur va être beaucoup plus puissant qu'un autre ordinateur. Et au fur du temps, ce microprocesseur a évolué. Depuis les Pentium 1, Pentium 2, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des corps duo, quad-core, ainsi de suite. Et ce microprocesseur, c'est lui qui se charge de faire l'unité arithmétique et logique et l'unité de contrôle. Maintenant, cette unité centrale que vous avez ici va parler avec ce qu'on appelle ici, je vais enlever les barrettes au niveau de ma carte mère. Ça, c'est une RAM. Une RAM. Random Access Memory. C'est une carte volatile. Et vous avez ici le disque dur. Qu'est-ce qui se passe? Les données qui sont stockées au niveau de la machine, du disque dur, sont stockées au niveau du disque dur. Toutes nos données sont stockées au niveau du disque dur. Quand on va allumer la machine, d'abord il y a un premier programme qui est lancé, qui s'appelle le BIOS, Basic Input Output System. C'est le langage de base, c'est l'application. Parce qu'au niveau système d'exploitation, nous avons les logiciels, nous avons le système d'exploitation et nous avons aussi les progiciels. Le système d'exploitation, c'est le chef d'orchestre de la machine. C'est lui qui dirige l'ensemble des périphériques. Comme le chef d'orchestre est au niveau d'une symphonie de musique. Donc, s'il n'y a pas le chef d'orchestre, rien ne peut fonctionner. Maintenant, ce chef d'orchestre-là est stocké ici au niveau de ce disque dur que vous voyez ici. Et c'est le BIOS qui va lancer, c'est le système d'exploitation qui va être lancé à travers le BIOS, le disque dur. Les informations vont être prises au niveau du disque dur et chargées ici au niveau de cette RAM-là. Parce que toutes les exécutions se font au niveau de cette mémoire volatile. C'est pour cela que quand vous achetez une machine, on vous dit que vous avez 4 Go de RAM, vous avez 8 Go de RAM. Parce que plus elle est importante, plus la tâche elle va être beaucoup plus rapide. Parce que le traitement est beaucoup plus rapide. L'affichage, par exemple, au niveau de l'écran, parfois vous cliquez sur une donnée, mais vous attendez un instant pour avoir une réponse. Effectivement. Alors, lorsque la RAM est importante, cela veut dire du clic, on voit déjà apparaître l'information. Effectivement, parce que si la RAM elle n'est pas assez volumineuse, il y a beaucoup d'allers-retours entre le disque dur et la RAM pour charger les informations. Il prend une information, la charge au niveau de la mémoire, traite, renvoie l'information, revient. Il y a beaucoup de va-et-vient. Et quand la RAM elle est importante, on peut prendre d'un seul coup beaucoup d'informations, les charger ici, les traiter et ensuite après la mener. Dans le langage informatique, on parle de pagination. Maintenant, après, quand c'est lancé, le système d'exploitation est lancé et on a plusieurs types de systèmes d'exploitation. Il y a Windows, il y a Linux, il y a Mac OS. Donc tout ça, c'est des systèmes d'exploitation. Après, vous allez voir sur votre machine le bureau qui va s'afficher. Et au niveau du bureau, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des icônes. Et quand vous cliquez sur une icône, on va aller chercher l'information et l'afficher. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et comment se passe le langage entre ces différents éléments que vous venez d'expliquer, la RAM, la carte mère, etc., le microprocesseur? Donc si vous regardez bien à l'intérieur de la carte mère, vous voyez il n'y a que des circuits électroniques. Donc la machine ne comprend que 0 et 1. Donc tout ce que vous écrivez au niveau de votre clavier est transformé en un code qui s'appelle le code ASCII. D'où le nom de notre association ASCII. Maintenant, par rapport à ce code ASCII, ça va être transformé en 0 et 1 et automatiquement stocké au niveau de la machine. Maintenant, après, tout est électrique. Et vous voyez ici, il y a des nappes. Des nappes qui permettent de relier la transmission des informations pour les différentes et on les appelle, c'est des bus de données. C'est des bus de données parce que maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Parce que nous avons la transmission en parallèle ou bien la transmission en série. Et la transmission en parallèle est beaucoup plus rapide. D'où vous avez ici des nappes. Vous avez ici en même temps le ventilateur qui permet de pouvoir rafraîchir la carte mère. Et si vous regardez ici derrière, je vais soulever ma machine.
Comme ça, vous allez voir. Tenir ça. Vous avez ici les périphériques d'entrée et sortie, à savoir les ports USB, à savoir le câble RJ45 qui permet de se connecter à un réseau, à savoir ici les prises jack pour parler et pour écouter, la prise d'alimentation, la carte graphique ou bien l'imprimante. Et tout ceci est connecté ici au niveau de la carte mère. Donc, ce sont ces circuits-là qui permettent de pouvoir échanger les informations. Et ce qui est important aussi, c'est cette pile que vous voyez ici. Et cette pile que vous voyez ici, c'est ce qui permet à votre ordinateur, même s'il est éteint, il continue à garder l'heure. Parce que vous pouvez vous dire, moi j'éteins mon ordinateur, il n'y a plus de courant. Comment ça se fait que quand je viens, j'allume mon ordinateur, l'heure est correcte? L'heure exacte réapparaît. Oui, parce que c'est cette pile-là qui est là, qui alimente en permanence le BIOS. Alors, ça, c'est la communication entre les différents éléments, M. Gueye, de l'unité centrale. Mais comment se passe encore la communication entre l'homme ou le manipulateur de l'ordinateur et l'unité centrale ou l'ordinateur en tant que tel? Ok. Par rapport à ça, il faut communiquer avec la machine. On communique la machine avec quoi? Avec des langages de programmation. Notre professeur nous disait que la machine, elle est bête. Excusez-moi le sens du terme. Tout ce qu'on ne lui dit pas, la machine ne connaît pas. Si vous regardez l'évolution de l'informatique avant, quand on branchait une souris, il fallait dire à la machine, j'étais branché une souris en installant des drivers. Mais maintenant, on parle de plug and play, ce qui fait que maintenant, dès qu'on branche un périphérique, la machine reconnaît. Maintenant, par exemple, le premier système d'exploitation MS-DOS qui utilisait des commandes là. Effectivement. On veut revenir sur ça? Oui, en fait, au début, Windows a révolutionné la programmation. Et quand vous regardez pourquoi le nom de Windows, ça signifie quoi en français? Fenêtre. Avant, c'était seulement les initiés qui pouvaient vraiment utiliser la machine parce qu'il fallait retenir les commandes. Il n'y avait pas encore de souris. Pour rentrer dans un dossier, il fallait faire CD. Pour supprimer, il fallait faire RM. Ou bien faire Make Directory, ainsi de suite. Et quand Windows, maintenant, Bill Gates a eu à penser, repenser, il s'est dit, moi, je vais amener un nouveau système d'exploitation qui va être beaucoup plus convivial. Et c'est ça que Windows 95 est venu. Nous, on a commencé avec MS-DOS. Après, on a commencé Windows 95. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était des disquettes qu'on utilisait pour installer. Maintenant, au niveau de ces machines-là, on ne voit plus de disquettes. On ne voit que des CD-ROM, ainsi de suite. Et une disquette, c'était 1,544 mégaoctets. Vous voyez comment c'était petit. Il fallait 30 disquettes pour installer Windows 95 à l'époque. Voilà. Donc on voit un peu le saut qu'on a eu à faire depuis Windows 95 jusqu'à maintenant. Ok. Alors maintenant, l'affichage est direct, c'est propre et puis c'est plus joli avec Windows, avec Linux, Ubuntu qui viennent d'apparaître. Maintenant, quel est le lien entre les deux? Oui, en fait, quand vous prenez Windows, vous payez une licence. Quand vous prenez Mac OS, vous prenez une licence. Au niveau de l'informatique, il y a tout le temps logiciel libre et logiciel payant. Maintenant, quand je parle maintenant au niveau de Ubuntu, c'est une licence qui est free, donc je peux l'utiliser et c'est la communauté qui contribue à améliorer le système. C'est beaucoup plus ouvert, il n'y a plus de monopole. Parce qu'en fait, si vous regardez, c'est le logiciel qui coûte cher. Le matériel ne coûte pas cher. Ce qui fait que la personne la plus riche, elle fait quoi? Cette personne-là, elle vend du software. Elle vend des logiciels. Parce que le hardware n'est pas trop cher. Ok. Alors, comment se passe maintenant, M. Gueye? Vous l'avez dit, hein, l'ordinateur communique par ses différents éléments, communique avec l'homme, mais aussi on peut faire connecter des ordinateurs. Effectivement. Alors, comment peut-on faire ça? Oui. Et pourquoi aujourd'hui l'Internet a eu cet essor-là? C'est la capacité de pouvoir interconnecter les machines. Et pour interconnecter les machines, pourquoi? Parce que, imaginez que vous avez une imprimante au niveau d'un local. Mais cette imprimante-là, si elle est branchée au niveau d'une seule machine, il y a une seule machine qui peut l'utiliser. Maintenant, en ayant des équipements d'interconnexion, comme ici, des switches que vous avez ici, on peut brancher ici plusieurs machines dans un réseau local, brancher l'imprimante, ce qui fait que l'imprimante est partagée. Donc, dès qu'on parle de réseau, c'est pour pouvoir partager des informations à distance, fournir des services. C'est ça le réseau. Et partager aussi des fonctionnalités. Et partager des fonctionnalités, parce que si l'imprimante est là, beaucoup de personnes peuvent l'utiliser en même temps. Ou bien, imaginez, vous avez un point d'accès chez vous,
à la maison, les gens qui se connectent à travers le Wi-Fi, ils partagent un point d'accès. Donc, vous voyez comment le réseau informatique a révolutionné le partage. Et ça a révolutionné pas mal d'applications utilisées de nos jours. Oui. Par exemple, les applications informatiques. En fait, l'application phare, c'est le web. Et le web, c'est Tim Berners-Lee, en 1991, qui a créé en premier le web. Et c'était par rapport à quoi? C'est un physicien. Ah oui. Ils étaient au niveau du CERN. Si vous regardez bien, c'est eux qui gèrent tout ce qui est le Big Bang pour essayer de recréer le monde. Oui. Donc, ils avaient besoin de partager des fichiers à distance. Donc, ils se sont dit, mais comment partager ces fichiers à distance-là? C'est là-bas où il a mis en place le web, qui est le lien hypertexte. Et sur cette base-là, maintenant, n'importe où je suis, je peux me connecter. À travers quoi? Le réseau Internet. Et ce réseau Internet-là, il vient de ARPANET, qui a été créé par le département de la défense américaine. Seulement pour des universités à l'époque, mais après ça a été élargi. Maintenant, comment ces machines-là peuvent être interconnectées à travers le réseau Internet? C'est parce que chaque machine va avoir ce qu'on appelle une adresse IP. Internet Protocol. Adressage des machines. Adressage des machines. Donc, de la même manière que vous avez votre numéro de passeport qui est unique à travers le monde, les adresses IP qui sont sur Internet sont uniques. Donc, on peut dire que toutes les machines, que tous les ordinateurs fabriqués qui sont fonctionnels dans le monde entier ont leur adresse, leur identité unique. Oui, du moment où ces machines se connectent sur Internet. Mais avant de se connecter sur Internet, les machines ont ce qu'on appelle une adresse MAC. L'adresse MAC peut être vue comme votre numéro de carte d'identité nationale. Parce que je peux bien avoir une machine et ne pas aller sur le réseau Internet, être en local. Donc là, c'est mon adresse MAC qui va m'identifier. Je ne sors pas du Sénégal, je n'ai pas besoin de passeport. Donc ma carte nationale d'identité peut m'identifier. Mais dès que je veux sortir vers l'extérieur de mon réseau à moi, j'ai besoin d'un passeport, j'ai besoin d'une adresse IPv4. Et c'est là-bas où maintenant les fournisseurs d'accès Internet vont intervenir pour nous attribuer une adresse IPv4 qui nous permet de pouvoir aller sur Internet et communiquer avec tout le monde. Et Internet, quand on parle, on dit la toile d'araignée. Et quand vous regardez une toile d'araignée, n'importe où, je peux partir au niveau de chaque toile d'araignée. Et le nœud de cette toile d'araignée, c'est quoi? Ce sont ces éléments d'interconnexion que vous avez. Les switches, les routeurs, ainsi de suite. Très bien, très bien, très bien. Alors, monsieur Gueye, les réseaux informatiques, on va en reparler parce que vous avez tout à l'heure parlé de réseau local, mais aussi il peut y avoir un réseau beaucoup plus étendu, comme le réseau web, vous l'aviez dit. Alors, est-ce que les deux types de réseaux fonctionnent de la même façon ou quelle est la différence ou qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui, en fait, les réseaux sont organisés en plusieurs catégories. On va parler des réseaux personnels. Personnel Area Network. C'est quoi? Ma souris qui est connectée à mon ordinateur. Ensuite, après, on va parler de LAN, Local Area Network. Ensuite, c'est le réseau local, c'est à l'échelle de l'université, c'est à l'échelle de ma maison. Maintenant, à une échelle beaucoup plus grande, on va parler de Metropolitan Area Network à l'échelle d'une ville. Ensuite, après, on va parler de One Wide Area Network qui est à l'échelle d'un continent. Et après, qu'est-ce que regroupe tout cela? C'est le réseau Internet. C'est comme nos villes. Les réseaux, en fait, c'est comme le découpage administratif que nous avons. Nous avons des communes, nous avons des départements, des régions, nous avons des pays. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les réseaux. Et à travers ça, nous avons quoi? Des routes pour les relier. Et les routes pour les relier, c'est quoi? C'est soit les fibres optiques que vous avez ici, ou bien soit c'est la paire torsadée que vous avez ici, ou bien soit vous avez le réseau sans fil pour interconnecter les machines entre elles. La fibre optique. La fibre optique. Et c'est ça la fibre optique. C'est ça la fibre optique. La fameuse fibre optique. La fameuse fibre optique qu'on est en train de déployer sur Dakar. La fameuse fibre optique qui permet d'interconnecter les continents. Parce qu'il n'y a pas d'interférence. Et au niveau de ces fibres optiques, on peut les enterrer sous la mer. Donc c'est ça qui permet de pouvoir envoyer les informations. Parce que l'information ici, elle circule à 300 000 km par seconde. Très rapide ça. Oui. C'est à l'échelle de la vitesse de la lumière. Et quand vous prenez ici la paire torsadée, c'est le signal électrique. C'est à 200 000 km par seconde. Et cette paire torsadée subit une atténuation.
Alors qu'avec la fibre optique, nous avons pas ceci. Cause pour laquelle la fibre optique est utilisée pour interconnecter les continents. Et ce que vous voyez ici, c'est des tubes de verre. C'est à travers des longueurs d'onde que les informations sont envoyées sur la fibre optique. Donc certainement, c'est à partir de cette fibre qu'on a des avantages sur le réseau informatique, sur le réseau Internet international pour garder des informations, pour communiquer dans le réseau le plus large. Hein, je l'ai dit en démarrage de cette émission que l'Internet est le plus large réseau mondial. Certainement, utilise les fibres optiques. Oui, en fait, la fibre, qu'est-ce qu'elle permet? Du moment où on est nombreux sur Internet, tout le monde envoie des données. Et maintenant, si vous regardez, il n'y a pas une minute où on ne prend pas de photos, on envoie sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une minute où on ne prend pas de vidéos. Donc, toutes ces données qui arrivent, elles ne peuvent pas être véhiculées sur une paire torsadée parce que la bande passante, elle est faible. Donc la fibre optique maintenant permet, on parle d'autoroute de l'information. C'est comme si vous prenez une autoroute que nous avons ici, l'autoroute de l'avenir, et vous avez une route départementale. Ce n'est pas la même manière qu'on peut envoyer des voitures à temps réel. Avec des embouteillages. Avec des embouteillages. Et ici, il n'y a pas d'embouteillage, on parle de terabytes. Et ici, on parle dans nos réseaux locaux de 100 mégabits, alors qu'ici, c'est des terabytes que nous avons au niveau interconnexion des réseaux. Alors, vous l'avez tout à l'heure annoncé, les réseaux sociaux. Oui. De quoi s'agit-il? C'est une évolution, les réseaux sociaux. Maintenant, les gens ne peuvent plus se départir de ces réseaux sociaux. Maintenant, après, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Derrière, il y a beaucoup d'argent que, si je peux me permettre, les Facebook ou bien les WhatsApp gagnent derrière l'utilisation de leurs réseaux sociaux. Parce qu'ils vont vendre nos contacts, ils vont vendre nos informations, ils vont étudier nos comportements. C'est ce qui fait que maintenant, nous, en tant qu'utilisateurs, on va dire que c'est gratuit pour nous. Mais derrière, ils vendent les données parce qu'il faut bien mettre de l'argent pour gérer l'infrastructure. Parce que l'infrastructure qui gère nos données, ce n'est pas gratuit. Ça coûte des millions de dollars. Derrière, il faut trouver donc un business plan pour pouvoir maintenant fournir WhatsApp de manière gratuite, fournir Facebook de manière gratuite, c'est en vendant nos données. Et sur ça, il faudrait que maintenant que nos gouvernements puissent amener des lois pour pouvoir gérer cela. Certains même de nos auditeurs certainement sont en train de dire, mais attends, avec toutes les informations transmises sur les réseaux sociaux, avec Internet, quel type de machine devrions-nous avoir pour stocker tout ça? Effectivement, donc là, on est à l'ère de ce qu'on appelle le cloud computing. L'informatique dans les nuages. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce qu'on appelle des data centers. Et ces data centers, c'est des centres de données qui sont beaucoup plus grands que la taille d'un terrain de football. Logés où? Logés la plupart du temps dans des pays tempérés parce que, comme vous voyez, quand vous avez plusieurs machines, les machines vont dégager beaucoup de chaleur. Donc, si vous amenez le data center dans une zone où il fait très chaud, donc la consommation énergétique va augmenter. Ce qui fait que les gens vont préférer utiliser les gros data centers, les gens qui vendent, qui hébergent dans des zones tempérées. Maintenant, des sociétés peuvent avoir des data centers ici en local. Nos sociétés ici ont des petits data centers qui permettent de gérer leurs données. Et ces informations des réseaux sociaux, vous avez dit tout à l'heure, sont utilisées par ces grandes sociétés à titre commercial certainement, avec les publicités. Comment? Mais effectivement, parce que du moment, il y a l'étude comportementale. C'est celui qui fabrique un logiciel. Il doit être tout le temps en avance par rapport au comportement. Parce que c'est une course. Il faut que j'essaie de deviner comment les gens ils fonctionnent pour que dans 6 mois, je puisse proposer quelque chose qui puisse les intéresser. Donc, automatiquement, en analysant les messages qui sont transmis au niveau du réseau, je peux prévenir quel est le comportement. Et là-bas, c'est ce qu'on appelle le business intelligence. Le BI vient, l'étude comportementale, pour pouvoir maintenant prédire comment les choses vont avancer, pour pouvoir maintenant proposer certaines applications, ainsi de suite. Alors, que pouvons-nous dire maintenant de l'Internet, des réseaux sociaux dans la science informatique? Oui, maintenant, comme les réseaux sociaux aussi, ça a un gros avantage. Parce qu'on n'a plus besoin des fois de se déplacer pour travailler avec des collaborateurs. On peut échanger du contenu, on peut faire des visioconférences et l'accès à l'information est beaucoup plus rapide maintenant. Démocratisé. Je suis dans le bus, je peux accéder à l'information n'importe où et n'importe quand. C'est pour cela qu'on parle de l'ère de l'ubiquité, l'informatique. Sacré, M. Gueye. Alors, vous qui venez de nous retrouver, nous recevons M. Bamba Gueye, professeur de réseau informatique ici à l'université Cheikh Anta Diop. Il revenait sur cette
Deuxième partie sur les composantes de l'ordinateur, sur l'informatique en tant que telle, la communication des éléments informatiques qui sont des 0 et des 1, comme il venait de le dire. Certains même me disaient que l'informatique, ce n'est rien d'autre. Le langage, c'est des 0 et des 1 qui n'attendent qu'à être cueillis. Effectivement. Alors, M. Gueye, vous êtes aussi président de l'association sénégalaise des chercheurs en informatique. Effectivement. Vous pouvez un peu revenir sur les buts, sur les objectifs de cette association? En fait, c'est une association qui est née en 2013. Et il y a eu les présidents fondateurs, à savoir l'actuel coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, professeur Moussa Lo, et aussi le directeur actuel de l'informatique de l'UCAD, professeur Ibrahima Niang. C'est eux qui étaient les présidents avant que je ne vienne, en 2015, être président de cette association-là. Mais cette association, le but c'est quoi? C'est d'unir les chercheurs sénégalais, que ce soit ici et aussi au niveau de la diaspora. Mais aussi promouvoir la recherche au niveau Sénégal. La recherche en informatique. La recherche en informatique, que ce soit l'informatique fondamentale ou l'informatique pratique. Mais aussi définir des thématiques de recherche, des axes de recherche pour l'informatique au Sénégal. Mais aussi mettre en place, structurer la formation pour que les étudiants en informatique puissent quitter une université vers une autre université et avoir les mêmes prérequis. Ce qui fait que depuis quelques années, ASCI est là, bien présent au niveau de l'environnement informatique au Sénégal. Ok, alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous parlez de l'informatique fondamentale ou de l'informatique appliquée. Vous l'avez dit tout à l'heure, quelle est la différence entre les deux? Oui, en fait, avant de pouvoir développer l'application, il y a la recherche fondamentale qui permet de définir les concepts, de pouvoir définir, c'est un peu avant de faire un programme informatique, il y a l'algorithmique qui définit d'abord les tâches que l'on doit exécuter avec une entrée, avec un objectif. Maintenant, après avoir défini cette informatique fondamentale-là, maintenant, il y a l'application. C'est pour cela le SCI organise une conférence annuelle qui s'appelle Conférence nationale de la recherche en informatique et ses applications. Et cette conférence, elle est organisée depuis 7 ans et on va l'organiser en 2018 à Ziguinchor. Mais ASCI aussi a mis en place un référentiel des formations en informatique parce que c'est axé actuellement sur les compétences. On a défini l'ensemble des métiers en informatique qu'on doit avoir et comment les enseigner au niveau de l'université. Approche par compétences. Est-ce que certains vont même penser que ASCI c'est une affaire d'universitaire? Est-ce que aussi les autres citoyens, les autres intellectuels d'autres disciplines peuvent accéder ou peuvent être membres ou sympathisants ou participer aux animations de ASCI? Bien sûr, c'est pour cela si vous regardez la conférence qu'on organise, informatique et ses applications. Et si vous regardez la fois passée, lors du CNRIA 2017 qu'on a organisé ici, on a invité des pêcheurs par exemple, pour leur demander quels sont vos besoins. Qu'est-ce que vous attendez des chercheurs ici? On a aussi organisé des séminaires où on est parti voir les entreprises, les directeurs informatiques des entreprises pour leur dire quels sont les problèmes auxquels vous faites face. Pour que nous puissions en tenir compte dans nos programmes au niveau de nos universités. Et sur ça, il y a une interaction qui est faite entre le monde industriel et le monde de la recherche, mais aussi le monde le Sénégalais lambda. Beaucoup de gens le créent sur tous les toits que les universitaires sont enfermés dans leur labo, dans leur salle de classe avec leurs étudiants et le peuple ne sait pas ce qu'ils font dedans ou même s'ils sentent les effets. Alors j'espère que ASCI va lever les défis, pousser les gens à connaître l'informatique parce que certains font même la confusion entre l'ordinateur, l'informatique, informaticien et même maintenancier. Tout ça, c'est vraiment des concepts que vous devez expliquer les gens et je pense que vous devez être beaucoup plus proche du peuple, du Sénégalais lambda pour qu'ils puissent comprendre l'informatique parce que quand même la vie de maintenant, il dépend. Effectivement, M. Ngo, si vous nous donnez la possibilité, comme vous avez eu à faire, vous êtes la première télé à venir inviter un représentant de ASCI pour que ASCI puisse véhiculer, puisse vulgariser ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est
c'est cette façon de faire qui va nous permettre de pouvoir être beaucoup plus proches. Et si vous regardez bien, au niveau des thématiques, si vous regardez au niveau de ce poster là-bas, vous regardez, c'est mise en place d'un système de veille épidémiologique pour la bilharziose. Donc vous voyez que donc, la bilharziose, c'est une maladie qui sévit au niveau du Nord. Donc nous essayons de proposer des techniques qui permettent de pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et si vous regardez aussi, nous avons un autre projet aussi qui s'appelle aussi Cochit, qui essaye de regarder par rapport au problème des éleveurs. Oui. Donc vous voyez, donc, on essaye de venir au niveau du terrain pour vraiment tenir compte des aspects de ces populations-là. Alors, parmi vos activités, c'est juste la conférence que vous organisez pour vraiment booster la culture informatique au Sénégal? Quel autre type d'activité? En 2017, on avait organisé un hackathon, où on avait invité des jeunes pour venir nous montrer leurs inventions. Et on avait vu même à l'époque quelqu'un qui était venu, vous voyez cette unité centrale là? Oui. Il avait proposé une calebasse. Une calebasse? Une calebasse, et les composants sont à l'intérieur de la calebasse, au lieu d'avoir une unité centrale, fait maison. Et il y a quelqu'un aussi qui avait proposé une imprimante 3D, fait maison. Donc tout ça, c'est des solutions que les gens apportent par rapport à l'informatique ici. Oui, je pense que les Sénégalais sont tellement ingénieux qu'ils peuvent, surtout les artistes, les créateurs sénégalais, ils peuvent participer au design même des éléments informatiques que vous avez. Alors certainement, vous proposez aussi des solutions à l'État, aux gouvernants, aux décideurs. Alors que pensez-vous maintenant du système informatique de l'État géré par l'ADIE, Agence informatique de l'État? Effectivement. Donc si vous regardez ici au niveau de l'université Cheikh Anta Diop, la connexion Internet passe par l'ADIE. Donc c'est l'ADIE qui nous donne la bande passante pour aller sur Internet. Et toutes les universités actuellement sénégalaises sont interconnectées à travers le réseau de l'ADIE. Maintenant, nous attendons aussi que l'ADIE vienne aider beaucoup plus les universités, mais aussi nous attendons à ce que aussi les autres viennent. Maintenant, il y a aussi le data center que le ministère de l'Enseignement supérieur va mettre à Diamniadio, qui va encore aussi booster l'informatique ici au niveau du Sénégal. Alors, on a ce problème-là d'informatique, surtout de données, d'enregistrement des données au niveau des hôpitaux, au niveau des écoles, au niveau des universités. Alors, quelle solution propose ASCI, les chercheurs en informatique? Parce que nous sentons aussi maintenant qu'il faudrait cueillir les données, les traiter pour pouvoir informer les décideurs et le peuple. Le problème que nous avons au niveau des infrastructures, c'est la cherté de la connexion. Moi, je pense que l'État devrait pouvoir demander à l'ARTP, au niveau du FDSUD, de pouvoir diminuer la connexion pour les universités, pour les écoles, pour les hôpitaux. De telle sorte que maintenant, après, la connectivité va être beaucoup plus simple parce qu'on doit avoir un système interconnecté pour les hôpitaux, pour pouvoir avoir un suivi, automatiquement avoir une carte patient, pour qu'au moins n'importe où je pars, il y a une certaine traçabilité. Mais ça, c'est par rapport à quoi? L'interconnexion du réseau. Et si la bande passante coûte cher, les hôpitaux ne vont pas investir sur cette partie qui n'est pas leur cœur de métier. Ils vont vouloir acheter des seringues, acheter d'autres objets que de payer une bande passante pour aller sur Internet. Pensez que vous devez pouvoir peut-être proposer à l'État des systèmes d'interconnexion des différents services pour booster cela et faire de sorte aussi les jeunes de maintenant puissent y investir avec des créations de software, d'applications simples, parce qu'il ne faudrait pas aussi peut-être que nous consommions ce qu'on nous propose, des Facebook, des WhatsApp, mais quelle est l'application créée en Afrique, au Sénégal particulièrement? Si vous regardez au niveau de l'université Gaston Berger, ils ont eu à mettre en place un système de gestion des patients. Et actuellement, c'est déployé au niveau de l'université, au niveau de l'hôpital régional, au niveau de Saint-Louis. Donc, c'est par rapport à ça. Mais aussi, il ne faut pas sous-estimer les jeunes qui sont là aussi. Actuellement, il y a beaucoup de succursales qui viennent investir et prendre les jeunes pour faire du développement. Maintenant, il reste maintenant à démocratiser l'accès à Internet pour booster. Et que nous aussi, nous puissions créer du contenu. Parce qu'à chaque fois, tous les contenus que nous avons viennent de l'extérieur. Donc, il faut qu'on arrive à produire du contenu maison. Alors, par rapport à l'informatique, à la science que vous faites, par rapport à l'association que vous dirigez aussi, quelle est la solution que vous apportez pour le chômage des jeunes, surtout des jeunes diplômés maintenant? Parce que je pense que l'informatique doit être un cadre ouvert où les jeunes instruits doivent pouvoir créer une petite entreprise, une petite structure, ne serait-ce que pour survivre.
Donc, si vous regardez, au niveau de ASCI, on a 4 commissions. Il y a une commission qui s'appelle pédagogie enseignement, une commission qui s'appelle recherche innovation, une commission qui s'appelle financement et une commission qui s'appelle... Au niveau de la commission pédagogie, le président va organiser des journées de vulgarisation pour pouvoir permettre aux jeunes de savoir quels sont les métiers actuellement qui sont d'actualité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Au niveau informatique, au niveau électronique, l'investissement coûte cher. Et quand vous regardez au niveau informatique, moi je peux vous dire que les gens qui sortent et qui ont des masters au niveau de nos universités chôment très rarement. Parce qu'il faut faire une différenciation entre l'informatique et la bureautique. Donc, la bureautique et l'informatique, ce n'est pas la même chose. Mais quand vous regardez, nous, tous les masters, nous sortons à peu près 102 masters par année au niveau de l'université chez Anta Diop. Et sur 2 ans, 3 ans, tout le monde est inséré par rapport aux rubriques que nous avons, à savoir réseau de communication, à savoir système d'information réparti et à savoir business intelligence. Et c'est pareil pour les autres universités sénégalaises où les gens viennent. Et même l'école polytechnique, par exemple, a eu à signer des conventions avec des entreprises. L'ESP aussi a signé des conventions avec des entreprises. Et tout cela, il y a une bonne insertion qui se fait au niveau des entreprises. Donc, certainement, ce qu'il faut faire avec les différentes structures, les universités, les écoles de formation. Alors, M. Gueye, vous voulez dire un dernier mot pour clore cette émission? Bon, je vous remercie vivement, et ASCI aussi vous remercie vivement de nous avoir donné l'opportunité de présenter l'informatique, mais aussi de présenter notre structure. Nous lançons un appel à toutes les bonnes volontés de venir nous donner un coup de main pour qu'on puisse asseoir l'informatique. Parce que nous avons des projets au niveau éducation nationale. Parce qu'il faudrait des documents, il faudrait des thématiques, il faudrait un curriculum pour pouvoir former les étudiants ou bien les élèves au niveau de l'informatique. Moi, ce que je dis, nous, quand on était jeunes, il y avait des blocs scientifiques pour aller faire la physique, pour aller faire la chimie. Il faudrait que maintenant qu'il y ait des blocs scientifiques pour former les informaticiens. Donc, à ce qu'il propose, à ce qu'il y ait une branche informatique dans les blocs. Et on est en train de travailler sur ça, sur le programme. On est en train de travailler aussi sur des manuels en informatique pour l'étudiant sénégalais, qu'on va mettre en commande créative, gratuit pour tout le monde. Idée géniale. Merci beaucoup, M. Gueye. Vraiment, nous sommes ravis de vous recevoir ici au niveau de cette émission Science et Tech. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève votre émission Science et Tech. D'ici là, portez-vous bien en suivant les programmes de la chaîne des valeurs, Mourchid TV.